Bonjour, donc on va parler de la respiration. C'est une question qu'on me pose souvent parce que c'est vrai que j'insiste beaucoup sur, comment placer son corps, tous les détails, physiques de placement, mais la respiration, c'est vrai que souvent je mets un peu de temps à en parler et c'est très fréquent qu'on me pose la question: «Mais alors, la respiration, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi j'ai du mal à respirer, comment bien respirer?» Et c'est vrai que c'est central la respiration. C'est C'est tellement central que, par exemple, les Indiens, ils parlent de prana et le prana, ça désigne à la fois l'énergie et le souffle. Heu, nous, dans le langage français, on dit, «insuffler la vie» ou «rendre son dernier souffle». Donc on est aussi, conscient que le souffle, c'est la vie et donc forcément, à chaque fois qu'on veut travailler avec le chi, ben, on doit travailler avec le souffle. Donc pourquoi je parle pas forcément tout de suite du souffle? C'est surtout parce que on a tous donc une capacité respiratoire qui est très variable et le but du qigong, c'est que le mouvement suive le souffle. Donc le mouvement doit suivre le souffle, mais souvent, puisque, ben, quand on enseigne dans le cadre d'un groupe. Dans le cadre du groupe, ce qui est important aussi, souvent et ce qui aide, beaucoup, c'est d'être dans l'énergie de groupe et donc de suivre le groupe. De sentir, celui qui est à droite, celui qui est à gauche, celui qui est devant moi, on essaye d'être ensemble et c'est pas pour les besoins d'avoir une chorégraphie bien millimétrée tous ensemble, c'est surtout parce que aussi ça nous porte et ça nous fait, beaucoup de bien de suivre l'énergie de groupe. Ça stabilise aussi notre esprit que de sentir qu'on est ensemble et qu'on fait la même chose. Donc c'est quelque chose qui est important dans le groupe. Mais du coup, si on suit les autres et qu'on n'a pas le même rythme respiratoire que les autres, si on se focalise trop sur le souffle, le problème, c'est que, ben, on se retrouve un petit peu genre: «Ah, j'ai fini d'inspirer et les autres, ils ont pas fini». Et du coup, on panique un peu ou alors à la fin, on se dit: «Merde, moi j'ai fini d'expirer» et puis alors on commence à forcer un petit peu, à bloquer et à se perturber en se disant que mince, notre souffle, ne correspond pas à la dynamique, globale. Ce qui fait que souvent je mets un petit peu de réserve à à trop insister sur le fait que, ben, ça doit être l'inspire et ça doit être l'expire parce que, bah, si on n'est pas tous, bien calés, sur le rythme, heu et qu'on n'arrive pas à caler notre souffle sur le rythme, et ben, du coup, ça va nous perturber. Donc de ce point de vue-là, je préfère lâcher un peu l'affaire et dire: «Mais c'est pas grave, si vous avez besoin d'inspirer, d'expirer plusieurs fois, dans le mouvement, faites-le». Puisque ce qui est le plus important dans la respiration, heu, c'est aussi qu'elle soit naturelle, détendue et qu'elle soit, passive au début. Parce que ça, c'est quelque chose, sur lequel je voudrais insister. Il faudrait avoir une bonne pratique de respiration passive et des bonnes capacités de respiration passive avant de passer à la respiration active. Puisqu'on se dit alors et respiration abdominale inversée, ou alors si on a un peu de notion de pranayama, on sait qu'il y a des milliards de respirations. Mais avant de passer, en fait, à ces respirations, actives, de mon point de vue, c'est très important de passer beaucoup, beaucoup de temps sur les respirations passives. Donc pourquoi? On va peut-être, regarder les choses, du en regardant un peu, vous savez, système nerveux, sympathique, parasympathique. Juste parce que c'est intéressant, ça nous donne une notion globale. Donc, si on voilà, si on voit les choses comme ça, de manière assez simple, système nerveux autonome, c'est, donc, ça veut dire, inconscient. Puisque c'est autonome, c'est inconscient, c'est-à-dire que ça n'a pas besoin de l'intervention de la conscience pour fonctionner. Ça se fait tout seul. C'est la nature qui a programmé ça en nous. Et dans le système nerveux autonome, donc on a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Je ne vais pas rentrer dans des détails extraordinaires scientifiques. Je vais juste dire les choses très basiquement. Le système nerveux sympathique, il gouverne un petit peu les réactions du corps. La réactivité, comme par exemple, la paupière qui se ferme, quand, il y a une mouche ou quelque chose qui arrive, hem,
où, justement c'est toutes les réactions du corps, par rapport à des stimuli extérieurs. Donc c'est pour ça qu'on dit combat ou fuite. Heu, Dès qu'on est dans un mode de réactivité par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de nous, on active notre système nerveux sympathique. Donc quelque part, c'est assez lié au stress, si tant est que l'extérieur nous stresse, mais ça arrive souvent quand même. Donc système nerveux sympathique et le parasympathique, va plutôt gouverner, tout ce qui est de l'ordre du repos, l'activité de repos, le corps qui se met en repos et donc la digestion. Puisque forcément quand le corps se met en repos, tranquillement, il fait ses petites affaires et principalement il digère. Donc j'aime bien voir un peu les choses comme ça, quand, on va dire, si on remonte à très loin, quand les êtres humains étaient des chasseurs-cueilleurs, hem quand on partait à la chasse, c'était, peut-être un jour ou 2 de chasse et ensuite il y avait peut-être, 5 ou 7 jours de repos-digestion et donc les êtres humains étaient en mode sympathique pendant 2 jours, en train de marcher dans la forêt, en train de regarder, tous les sens en éveil, réactivité, on se met à courir, on se cache. Voilà, la chasse, sympathique et puis ensuite on revient au village avec, ce qu'on a chassé et pendant 5 ou 6 jours ou 7 jours, c'est repos, digestion, on mange, on dort, on regarde les étoiles, on s'assoit, on regarde les oiseaux passer, voilà. Il y avait beaucoup de repos, digestion dans la vie. C'était, beaucoup plus important que la réactivité, le combat ou la fuite. Du temps où on n'avait pas l'électricité, on n'avait pas forcément un stock de bougies extraordinaire et on n'allait pas allumer une bougie pour rien et donc quand il y avait plus de soleil, on se posait et puis, repos, digestion. Quand on avait nourri les bêtes et qu'on avait, arrosé les plantes ou je sais pas quoi, les légumes on avait du temps pour, regarder les poules manger ou encore une fois regarder les oiseaux passer. Il y avait beaucoup de temps de repos, digestion, ça faisait partie de la vie. Le parasympathique était une fonction, naturelle qui prenait finalement beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine. Aujourd'hui, dans les vies qu'on vit, on passe un temps incroyable en sympathique. On est toujours en réactivité, on est toujours, en train d'interagir avec, les stimuli extérieurs. On n'est plus dans la contemplation et donc on est très stressé. Et on est un peu tout le temps en combat ou en fuite et puis quand on a des moments de pause, en fait, on va se stimuler d'une manière ou d'une autre, on va regarder des trucs, bref, on est, voilà, vous avez bien compris qu'on a des vies qui sont très sympathiques, voilà, si on peut dire ça comme ça, donc très stressantes. Et principalement, ce qui se passe, c'est que, dès qu'on va commencer à travailler la respiration, on va faire ce que j'appellerais une pleine lune. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça comme ça? C'est parce que j'aime bien cette idée que, la pleine lune, c'est un moment qui potentialise notre état. Donc, si vous êtes, très stressé, un soir de pleine lune, vous allez être encore plus stressé. Si vous êtes un peu anxieux, si vous êtes un peu bloqué dans votre système un peu, de réactivité, de combat ou de fuite, que vous êtes un peu à cran, eh bien, les soirs de pleine lune, vous allez être très agité, ça va être très difficile pour vous de vous endormir. Tout ça, bon ça on le sait, on le connaît très bien. On sait que la pleine lune, c'est un moment qui potentialise tout. Par exemple, si vous êtes proche, si une femme est proche d'accoucher, il y a de fortes chances qu'autour de la pleine lune, elle accouche. Ça se vérifie dans les maternités. Il y a plus de naissances autour de la pleine lune parce que finalement la pleine lune va potentialiser ce qu'on est en train de faire. Donc si on est en train de finaliser notre travail de gestation, la pleine lune, ça va se finir. Mais si vous êtes hyper reposé, hyper détendu, à la pleine lune, vous serez encore plus détendu. Si vous êtes très méditatif, à la pleine lune, vous serez encore plus méditatif. C'est pour ça que dans tous les cultures, dans toutes les pratiques spirituelles, la pleine lune, c'est toujours une opportunité, puisqu'on peut aller encore plus loin dans ce qu'on est en train de faire. Mais quand vous allez commencer à respirer aussi dans votre qigong, vous allez créer une pleine lune, c'est-à-dire que vous allez potentialiser, puisque le qi, c'est aussi le souffle, eh bien, quand vous allez respirer amplement et en conscience, tout ce que vous êtes en train de faire va se potentialiser. Sauf que si vous n'êtes pas dans le bon état, si vous êtes plutôt là et pas assez là, vous mettre à respirer consciemment et activement, ça va vous rendre encore plus stressé, encore plus, réactif et c'est principalement
le gros danger que je vois au fait d'aller trop vite dans une respiration consciente et dans une respiration active. Parce que si vous faites ça, vous risquez de potentialiser votre état qui serait pas forcément le bon. Donc dans un premier temps, la respiration, j'en parle pas trop, je dis juste respirez naturellement, détendez-vous et vous stressez pas sur le fait que il faut que j'inspire jusqu'ici, il faut que j'attende qu'on commence à redescendre pour commencer à expirer. Parce qu'en fait, si vous commencez à stresser sur, où je dois placer ma respiration, vous allez juste activer et votre système nerveux sympathique et devenir encore plus stressé. Voilà le danger. Mais pour votre pratique personnelle, si vous êtes en train de pratiquer le qigong chez vous, heu, là, la respiration, ça va être, vraiment, primordial parce que il y a vous devez vous caler avec personne, vous êtes tout seul. Donc vraiment, faites en sorte que tout ce que vous faites, votre corps suit votre respiration et ensuite, hem, la respiration et l'inspire et l'expire, dites-vous que c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément, gravé dans le marbre. Par exemple, si je fais ça, naturellement, j'ai envie de me dire: «Ah donc ça, je pousse». Donc en fait, si je pousse, j'ai envie d'expirer quand je pousse et d'inspirer quand je tire. C'est très bien, ça marche. Mais ça marche aussi si vous dites qu'en fait, finalement, j'ai envie d'être plus actif quand je tire. Eh bien, vous pouvez très bien vous dire que quand vous tirez, moi je le fais parce que pour que vous entendiez, je souffle ici avec l'intention de tirer et puis là, je reprends mes forces, je me remplis et puis je tire, je tire, je tire, je tire, je tire en soufflant. C'est possible, ça marche, tout marche. Donc c'est juste des stratégies. Basiquement, vous pouvez imaginer que, l'expire est yang, donc l'expire, elle est plus portée sur l'action et l'attention consciente et l'inspire est yin et donc l'inspire, c'est plus je me rassemble et je potentialise, mon énergie, je sens que je retrouve tout mon potentiel et à l'expire, j'exprime mon potentiel. Si vous voulez exprimer votre potentiel vers le bas, vous expirez vers le bas. Si vous voulez exprimer votre potentiel vers le haut, ben vous expirez vers le haut. Vous inspirez vers le bas et puis là, j'exprime mon potentiel. C'est possible, tout est possible. Donc n'ayez pas trop d'idées arrêtées sur la respiration, mais essayez bien sûr de ne pas la bloquer surtout et puis de l'utiliser comme un moyen d'arriver un maximum en parasympathique. C'est-à-dire, on arrive tous toujours un petit peu nerveux, un petit peu réactifs, parce que c'est la nature de notre être déjà, et puis parce que nos vies sont généralement très actives et avec plein de stimuli de partout, puisqu'on vit plus dans la nature. Principalement, on vit dans la ville, donc on est plein de stimuli, donc on arrive en sympathique et on utilise la respiration consciente pour pour passer le plus possible dans un état de repos-digestion, dans un état d'apaisement. Et donc la respiration doit être ample, souple et le plus naturel possible et sans forcer. Principalement, le gros défaut que tout le monde a dans la respiration, c'est qu'à l'expire, on pousse le souffle et à l'inspire, on tire le souffle. Laissez-le partir, laissez-le rentrer. Et en fait, pour le laisser rentrer, il faut s'occuper du corps, c'est-à-dire qu'en fait, si je lui fais de la place, le souffle va rentrer. Si vous inspirez en forçant votre souffle comme ça, c'est très court et là, c'est fini. Mais si, imaginons que je le fais, c'est fini. Comment faire pour que ce soit pas fini? Juste, j'arrête de tirer dessus et juste je fais de la place, en me détendant. Et en fait, ça peut encore rentrer. Si je pousse le souffle, c'est fini. Mais si en fait, au lieu de ça, je le pousse un peu moins, je le laisse partir, c'est fini. Et là, je fais encore plus de place.
finalement ça continue. Je sens que l'air continue à sortir un peu parce que je modifie le contenant, le corps étant le contenant, le souffle le contenu. En modelant le contenu, peut continuer à entrer ou sortir. Donc c'est pour ça que j'insiste toujours sur le corps, mais finalement j'insiste sur le corps au service du souffle et le souffle, il faut l'accompagner tout doucement et il faut pas tirer dessus, il faut pas le pousser pour la respiration passive, hein, pour passer là-dedans et quand on arrive vraiment à un état de calme et de détente profond, avec le souffle, donc la respiration passive, c'est aussi un souffle qui ne s'entend pas. Essayer de faire en sorte que le souffle soit vraiment hyper, naturel et qu'il ne fasse pas de bruit, qu'il rentre tout doucement, toujours un peu plus, qu'il sorte toujours tout doucement, toujours un peu plus. Vous l'accompagnez. J'aime bien l'idée de dérouler le fil de soie aussi pour le souffle. Dérouler le fil de soie en qigong et en tai chi, ça veut dire plein de choses. Mais ça veut aussi dire que le souffle est comme un fil de soie qu'on enroule et qu'on déroule. Donc j'imagine quand j'inspire que j'enroule le souffle et quand j'expire que je le déroule, toujours calmement et doucement. Donc je gère le débit. Je gère le débit en faisant rouler l'air au fond de ma gorge si possible. Donc quand je dis faire rouler l'air au fond de la gorge, c'est pour éviter d'être trop dans les narines, mais plutôt tranquillement au fond de la gorge, ce qui permet de gérer le débit du souffle et d'avoir un souffle aussi plus long et plus naturel et plus régulier. Et puis j'essaye de bien gérer mon corps pour pouvoir, faire en sorte que ce soit naturel et pas trop actif. Parce que si c'est trop actif trop tôt, je risque de juste, me rajouter, du stress et de la réflexion. Si je suis dans la réflexion, je suis dans la réactivité. Et bien sûr, le souffle nous sert à être dans l'instant et dans la sensation. Donc il faudrait pas trop y penser, idéalement. Et ensuite, quand je suis dans un bon état et que, en fait, quelque part presque, je sens presque plus mon corps, tout est en place, tout est, heu, unifié et que je sens que mon esprit est stable en pleine conscience de mon corps, là, je peux commencer à jouer à retrouver une respiration active pour faire bouger le chi. Mais pas pour faire bouger forcément ma respiration, mais c'est qu'en respirant et en bougeant mon corps d'une certaine manière, les sensations vont se déployer et vont suivre le souffle. Et c'est là que les exercices respiratoires prennent tout leur sens. Voilà, mais en effet, la respiration est centrale et on devrait avoir une grande conscience de son souffle et porter son intention et son attention sur son souffle. Mais pour ça, il faut que tout soit en place, déjà physiquement et surtout qu'on soit, dans le bon état, repos, digestion, calme. Vous savez, song, calme, silencieux, tout ça, c'est vraiment toujours les premiers mots qu'on met, détente, silence, sur la pratique, parce qu'en fait, on veut être au bon endroit pour commencer à pratiquer. Donc, ceci étant dit, pour donner envie de garder sa conscience sur le souffle, parce que le problème, c'est que le souffle, c'est tellement facile, c'est tellement évident, on fait tellement ça tout le temps que ça nous ennuie, en fait. On se pose un peu sur le souffle et puis bon, ben voilà, ça y est, je respire, très bien. Et puis finalement, tout devient plus important que le souffle. Le petit bruit qui passe là, le petit courant d'air qui nous fait froid dans la nuque, la petite douleur qu'on a au genou, tout ça, ça devient plus important que le souffle. Et j'aime bien cette idée de toujours rappeler ça, c'est que la respiration inconsciente, c'est quelque chose que la nature a mis en place pour pas qu'on meure, et puis pour pas qu'on ait à penser à respirer tout le temps, parce que sinon ce serait quand même une galère. On pourrait rien faire d'autre, puisque s'il fallait qu'on pense à chaque fois à inspirer, à expirer, on serait trop occupé à ça pour pas mourir. Et donc, heureusement, on a un système de survie qui fait qu'on respire sans avoir à y penser. Mais ce réflexe de survie du corps, cette respiration inconsciente, en fait, c'est un service minimum. C'est juste pour pas mourir, donc c'est vraiment de la survie. Donc si on pose la question: «Est-ce que vous voulez passer votre vie en survie ou est-ce que vous voulez un peu plus?» Forcément, tout le monde veut un peu plus. Mais si on veut un peu plus, ça veut dire que ce qui est autonome là, il faut que ça devienne, plus autonome et conscient. Donc la respiration qui fait partie du système nerveux autonome, il faut qu'on aille la chercher. Elle se fait sans nous, mais il faut qu'on aille le faire avec elle.
hem, pour accentuer ça. C'est un peu comme si, la respiration inconsciente, c'était un SMIC. C'est de la survie, c'est le service minimum, c'est ce qu'on a considéré comme étant, le revenu minimum. Et donc, bien sûr, on voudrait tous être un peu plus qu'au SMIC. Parce qu'on peut vivoter au SMIC toute sa vie, mais si on a un peu plus, on est content quand même. Et donc la respiration, c'est pareil. Donc là, vous pouvez aller chercher un peu plus qu'un SMIC respiratoire. En plus, ça vous coûte rien là, hein, c'est même pas une histoire d'argent, c'est juste de la conscience et vous allez chercher ce souffle et vous aurez déjà beaucoup plus d'oxygène, beaucoup plus d'énergie. Une respiration inconsciente, c'est un volume d'air d'environ, 50 centilitres, donc une petite bouteille d'eau dans les poumons qui entre et qui sort. Et une respiration consciente, c'est tout de suite 2 à 3 litres. C'est déjà une grosse bouteille. Donc vous voyez la différence entre 50 centilitres et 2 ou 3 litres, c'est déjà énorme comme différence. Donc juste en étant conscient, vous allez remplir vos poumons beaucoup plus. Vous allez donc utiliser votre corps beaucoup plus. Si vous avez, des questions sur, «Oui, qu'est-ce que je dois faire avec mon diaphragme? Je dois remplir mon ventre et tout ça», au début, on s'en soucie pas trop. Il faut savoir que, à partir du moment où la respiration est consciente, elle devient diaphragmatique. Le seul moyen de ne pas utiliser son diaphragme, c'est de ne pas penser à sa respiration. Puisque les petits 50 centilitres qu'on échange là, quand on est comme ça et qu'on ça ne fait pas intervenir le diaphragme. Mais si vous respirez consciemment, votre diaphragme va se mettre à bouger automatiquement, de toute manière. Donc c'est parfait. Si vous gérez le débit d'air aussi, que vous êtes pas mais que vous gérez doucement votre débit d'air, vos muscles respiratoires vont commencer à avoir un peu de nuance et vous allez commencer à éduquer votre diaphragme et le reste des muscles respiratoires. Par le fait d'être conscient et par le fait d'étirer doucement la respiration, en ayant, une attention consciente dessus et en l'amenant toujours un peu plus loin, un peu plus ample. Donc en fait, on peut apprendre à respirer de manière, très détendue, calme, sans avoir aucune technique, simplement en posant son attention dessus et en cherchant le calme. Voilà. Et c'est ça qui, pour moi, est le primordial dans la respiration. Et plus ça va, plus on avance dans la pratique, plus ça va devenir important. Après, quand on va vraiment commencer à travailler avec le chi, bah, la respiration est fondamentale. Mais au début, je pense qu'il faut passer beaucoup plus de temps que ce que tout le monde imagine sur le fait d'avoir une respiration naturelle et d'aller du système nerveux sympathique vers le système nerveux parasympathique. Je dis ça comme ça, hein, c'est juste parce que ça parle, beaucoup de gens parlent de ça aujourd'hui, donc je mets les mots système nerveux autonome, sympathique, parasympathique. On s'en fout, on peut dire autre chose, mais voilà, ça parle plus aujourd'hui, donc je dis ça comme ça. Repos, digestion, calme, détente, voilà. Il faut aller par là pour pouvoir commencer le travail et ensuite, une fois que vous êtes là, en respirant, vous faites une bonne pleine lune et vous accentuez cet aspect-là de de vous et de votre corps et de votre esprit. Voilà, ben écoutez, bonne pratique et puis à bientôt.